Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, juste après le repas. Pour certains, qui vous avez peut-être dû courir un petit peu. Peut-être vous êtes encore en train de manger, pour certains, peut-être. Bon, bienvenue donc pour ces prévisions européennes de récolte abricots. On vous rappelle les fondamentaux de ces prévisions de récolte. D'abord, munissez-vous de votre petit kit de traduction, à moins que vous ne compreniez l'espagnol, l'italien et l'anglais, puisque notre représentant grec cette année va s'exprimer en anglais. Donc équipez-vous de vos kits de traduction. Et à la fin de la présentation, on vous remettra comme tous les ans le petit document papier. Donc abstenez-vous de noter les chiffres, etc., puisque vous aurez tout sur le document papier, mais on le distribue après parce que vous êtes pas sage si on vous le distribue maintenant. Voilà. Donc voilà. Pour commencer, peut-être d'abord un petit hommage que je voulais faire à monsieur qui a participé à ces prévisions de récolte depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. C'est Vassili Koukourianis, donc représentant de la délégation grecque qui a œuvré pour la réalisation de ces prévisions de récolte depuis le début pratiquement d'Europêche et depuis l'intégration de la Grèce à ces prévisions et qui est décédé il y a quelques jours malheureusement. Donc je voulais un petit peu saluer sa mémoire pour commencer ces prévisions de récolte. On va commencer en présentant un petit peu nos différents intervenants aujourd'hui. On va commencer, honneur aux dames, par Elisa Macchi du ICSEO de Ferrare, une habituée de ces prévisions de récolte. Sabine Alary pour la SIP2M Abricot. Vangelis Karaindros pour la Grèce, donc producteur à la coopérative Vénus. Pour l'Espagne, un nouveau venu, puisque c'est Santiago Vázquez cette année qui intervient, puisqu'il est représentant d'une coopérative de la région de Murcia et qui intervient pour la Fédération des coopératives espagnoles. Et enfin, Vincent Faugier pour l'AOP Pêche et Abricot de France, là aussi un habitué. On va rentrer dans le vif du sujet avec un petit retour en arrière, un petit coup de rétro sur une campagne qu'on aimerait peut-être oublier, mais enfin, en tout cas, on va en parler quand même un petit peu. C'est la campagne 2017 d'Abricot, avec la première diapositive qui fait un petit peu un bilan de cette production. Et ce qu'on voit quand on a un petit peu l'habitude de ces chiffres, c'est qu'on est un petit peu surpris par certains chiffres. Et effectivement, on a vu l'année dernière des prévisions qui étaient pour certains pays un peu à la hausse, mais elles se sont avérées finalement bien plus à la hausse que prévu. Bon, en France, on avait à peu près visé juste. Par contre, c'est vrai que notamment en Italie, on a une prévision qui est bien supérieure à ce qu'on pensait, et même record, on peut le dire. Et on a au niveau global européen une production qui a atteint 580 000 tonnes. Moi, j'ai un historique depuis 92 et on n'a jamais atteint ce niveau-là. On avait atteint 520 000, mais on n'avait jamais, sur les 4 pays, en tout cas, atteint 580 000 tonnes de production. 680 000, pardon. 680 000, pardon. 580 000, c'est cette année. Donc 680 000, effectivement. Donc on avait fait 620 000 en 2012. On va faire un petit peu le tour des pays pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Peut-être commencer par l'Italie, qui a battu le record, vraiment, avec cette production à 300 000 tonnes. Comment s'est passée la campagne en Italie et l'explication un petit peu de ce volume exceptionnel. Déjà, par rapport aux prévisions, nous avions vu que nous avions des conditions favorables pour les plantations d'abricots et on avait évalué 20% en plus en le comparant à l'an dernier. Déjà, cela nous paraissait une bonne production. Quand ensuite nous avons fait une estimation et un bilan, en fait, on avait pensé que certaines variétés pouvaient être instables. Et en fait, il n'en a pas été ainsi. Les fruits se sont bien développés, les conditions étaient bonnes sur le marché et cette augmentation de la production, je crois, dépend aussi d'une évaluation erronée des nouvelles variétés qui ont été plantées ces dernières années. Ce sont des variétés, celles-ci, qui ont un poids maintenant en Italie. Et quand il n'y a pas de problème de production, ces variétés produisent vraiment de gros volumes. Et les conditions climatiques ont été favorables en Italie, je dois le dire, dans toutes les zones de production. Toutes ces zones ont été en pleine production. Sauf peut-être Basilicata, qui n'est pas arrivé au volume maximum. Et ceci a permis aussi de développer les surfaces, parce que l'abricot est en train de s'implanter en Italie, parce que
Par contre, la pêche a des problèmes en Italie, mais je dirais aussi dans toute l'Europe. Et donc, ça dépend aussi du marché. Et dernièrement, les abricots vont bien sur le marché. Et donc, chaque année, les surfaces augmentent, sont à la hausse. Et si je me souviens, de 2016 à 2017, nous avons accumulé 1 hectare en plus de production. Et donc, pour nous, c'est pour ça qu'on donc, a ce record battu de le volume, record. quel impact il a eu sur le marché, puisque la majorité de la production italienne est plutôt destinée habituellement au marché national, au marché italien. Comment ça s'est passé en 2017? La situation du marché n'a pas été positive parce qu'on a produit énormément en Italie, mais aussi en Europe en général. Et donc, on a dû exporter plus par rapport à nos habitudes. 80% en plus comparé au passé, parce que le marché intérieur n'arrivait pas à absorber toutes ces quantités. Et puis au début de la campagne, on est mal parti parce qu'il a fait très chaud. Et donc les fruits arrivaient à maturité trop tôt, on devait les vendre sur le marché. Et on est parti avec des prix très bas. Et donc le marché ne s'est plus consolidé. Les prix aux producteurs ont été inférieurs par rapport aux années passées. Je parle de 30 centimes, 40 centimes en moins. Le prix à l'exportation s'est réduit de 25%, même si, comme je dis, les volumes ont augmenté. Et le marché intérieur en Italie fonctionne bien parce que pour 2017, on a enregistré une consommation qui augmente, mais elle n'augmente pas pour pouvoir absorber ce surplus de production. On a parlé du début de saison qui a été compliqué. Je crois que ça a été aussi le cas en Espagne. Monsieur Vasquez, la campagne 2017, quel souvenir elle laisse aux producteurs espagnols? Buenas tardes. Pues el recuerdo es malo porque la campaña 2017 fue una campaña en la cual el clima en España... Ce qu'on rappelle, c'est mauvais parce que la climatologie a été parfaite depuis jusqu'à... Et nous avons toutes les zones froides nécessaires. On a eu aussi suffisamment de pluie pour avoir une rentrée en campagne. Et tout a été extraordinaire. Tous les arbres ont été pollinisés depuis. Et ceci nous a apporté une production à son taux maximal. Mais il y a eu, par exemple, en Europe, il y a eu du mauvais temps. Quand la récolte a commencé en Espagne, on commence la cueillette vers la 3e semaine d'avril. Et en Europe, les températures étaient presque en dessous de 0. Et avec des températures froides, bien sûr, la consommation ne démarre pas. Donc, on a eu des excédents. Et la chose extraordinaire des climats, c'est que quand le volume a commencé fort, donc on a eu de pluies qui ont franchement cassé la qualité. L'excédent d'offres et le peu de demande qu'on a eu, ceci a fait que les prix ont été très bas et ils n'ont fait qu'empirer pendant toute la campagne. Et on peut résumer que ça a été, la campagne 2017 a été pour tous les produits des pertes, mais surtout tout à l'heure de l'évolution du verger quand on parlera des prévisions 2018. Je crois qu'il y a aussi des choses à dire à ce niveau, comme on l'a vu en Italie. Au niveau de la Grèce, Vangelis, la campagne 2017, comment elle s'est déroulée? Vous aussi des problèmes de marché? Good morning, Eric. Good morning, everybody. I'm very happy to be here. Très heureux d'être parmi vous. First of all, I want to mention something about Vassili Koukorianis. Et je suis très touchée de l'hommage qui a été fait à M. Koukorianis, qui a travaillé avec et en collaboration avec Europêche et le Medfel, le tout depuis 25 ans maintenant, et qui a joué un rôle éminent dans les organisations, au sein des organisations de producteurs.
je voulais aussi lui rendre hommage. En ce qui concerne cette campagne de 2017, ça a été une année très haute en termes de volume, une année record. Mais le marché n'a pas été aussi bon que cela car la plupart des variétés se sont vendues à des prix très bas, relativement bas. Et donc, seules quelques nouvelles variétés ont atteint 60-70 centimes, mais ça n'a pas été le cas pour la majeure partie des variétés. Et dans la plupart des régions, il y a eu des problèmes au niveau de la récolte. Les gens attendaient avant de récolter, ils pensaient que s'ils attendaient un peu, les prix augmenteraient, mais ça n'a pas été le cas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'abricots ne sont pas arrivés sur le marché en tant que tels, en tant que fruits, ont été utilisés pour faire, par exemple, des jus de fruits. Et donc, dans le Péloponnèse, dans le sud de la Grèce, je dirais, donc on a une production assez élevée, le reste se faisant en Macédoine. Et donc, ça a déçu les producteurs, bien sûr. Ils étaient là en attente d'une excellente année et je ne sais pas ce qui va advenir à l'avenir. Mais en tout cas, ça a été la situation en 2017. En dépit des gros volumes, le marché n'a pas réagi positivement. Ok, merci. On finit avec la France, donc un tableau relativement mauvais, pessimiste, on peut dire, pour 2017. Ça a été un peu la même situation en France, Madame Allary, pour commencer? Oui, en France, c'était comme dans les autres pays européens. On est arrivé, on n'avait pas forcément des conditions climatiques optimum. Et puis, d'un coup, il a fait très chaud et on a toutes les productions qui sont arrivées en même temps. Comme nos voisins européens, d'ailleurs, on a plusieurs facteurs qui ont eu lieu. On a eu un télescopage avec nos voisins européens. Il y a un télescopage par variété, par bassin de production. Donc on a eu un engorgement du marché. Les courses n'ont jamais été élevées et ne se sont jamais relevées. Voilà. En France, on peut souligner quand même, je voudrais remercier quand même les industriels français qui ont quand même bien joué le jeu et qui ont sauvé une partie. Quand on entend les prix de nos collègues, je veux dire que la double fin dans l'abricot français est essentielle parce qu'on a pu sauver sur des contrats qu'on avait avec les industriels une partie des récoltes. Voilà. Pour compléter, M. Faugier, votre analyse de 2017? L'analyse 2017, je ne reprendrai pas ce qu'ont dit nos collègues, aussi bien italiens, espagnols et grecs. Et ce que vient de dire Sabine, effectivement, le marché a écoulé la marchandise, mais assez lentement. On a eu du retard dès le départ, ce qui n'a pas activé la commercialisation comme on aurait aimé. 2017 a été quand même une année à souligner précoce. On avait démarré tôt. C'est à souligner parce que toutes les années, et on le redira j'imagine, ne se ressemblent pas. C'est-à-dire cherchons pas de référence à savoir ça ressemble à. Toutes les années dans nos métiers sont spécifiques. Elles sont toutes différentes. L'année dernière avait été une année précoce. On a tous démarré assez tôt. Les espèces fruitières ont toutes démarré de bonne heure. Et on a eu un écoulement assez lent. Mais il est important de souligner que l'abricot, certainement, est le seul produit où l'analyse ne peut être faite qu'européenne, d'une part, puisque tout le monde exporte son abricot. Donc, il est important de regarder ce qui se passe aussi dans les pays consommateurs. Et l'abricot aussi, vient de le souligner Sabine, a une destination double fin industrie. Il y a des pays qui ont des spécialités avec des vergers spécifiques industrie. Ça apparaît dans les statistiques. Et tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on en parle un peu de ce que représentent en Italie, en Grèce ou en Espagne les vergers qui sont à destination de la transformation, comment ils évoluent et comment ça a été en 2017, parce que ça permet d'analyser le marché de l'abricot dans sa totalité. Voilà. Mais l'année 2017 est un peu à oublier, même s'il y a eu un écoulement de tous nos produits. Ça a été difficile et laborieux avec des rémunérations producteurs assez basses, malgré les gros volumes et malgré les conditions climatiques, météorologiques qui étaient quand même bonnes pour la consommation. C'est vrai qu'on était relativement peu habitué à ces campagnes en abricot. Malheureusement, en pêche, on est un peu plus habitué à des crises. Là, 2017 a été vraiment une année noire pour l'abricot. Et on l'a vu, des raisons un petit peu conjoncturelles, avec une surcharge un petit peu généralisée, des conditions climatiques qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'accident et donc une charge élevée un peu partout. Et également des conditions structurelles avec, peut-être liées d'ailleurs au problème que rencontre la pêche, une évolution positive du verger d'abricotier un petit peu partout et une augmentation des potentiels de jeunes vergers, des nouvelles variétés qui font qu'il y a aussi un potentiel global qui est un petit peu en augmentation si rien ne se passe. Mais on va en parler.
On va passer donc à 2018, à ces prévisions de récolte. Donc toujours un exercice compliqué. Je remercie d'ailleurs nos différents partenaires qui ont participé à ces prévisions de récolte. Donc aussi bien la Fédération des coopératives pour l'Espagne, le CSEO pour l'Italie, les coopératives de Grèce et l'AOP et les services du ministère de l'Agriculture pour la France. Donc qui essaient de faire des prévisions de récolte à un stade où c'est particulièrement compliqué de les réaliser. Mais bon, c'est toujours important, je pense, de faire un point à cette époque pour préparer un petit peu les marchés et savoir où on va. On va commencer notre tour d'Europe par l'Espagne. Si j'arrive à avancer, voilà. Donc on ne revient pas sur la production 2017, simplement pour que vous ayez en tête la répartition des principales zones de production d'abricots en Espagne. Et même si les choses ont un petit peu évolué avec des plantations nouvelles dans la vallée de l'Èbre, Murcia reste et de loin la principale zone de production espagnole. Mais c'est vrai qu'on retrouve maintenant de l'abricot sur le secteur de l'Érida, sur le secteur de Fraga ou un peu plus des secteurs comme Caspe ou autres en Aragon. Donc c'est une évolution également du verger espagnol. Donc cette année, on va revenir vers Santiago Vázquez. Cette année, comment se présente la campagne 2018 ? On voit qu'il y a une évolution positive encore de la production pour cette année en Espagne. On verra, c'est peut-être un petit peu différent dans les autres pays, mais ça semble être la réalité espagnole. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Concernant les prévisions, oui, elles démontrent une chose. La production est à la hausse. Cette augmentation de la production se doit à une reconversion, puisqu'en Espagne, il y a une caractéristique spécialement favorable pour l'abricot, spécialement dans la zone de Murcie. Et cette augmentation, c'est dû à variétés qui sont pour l'exportation, pour l'export. Elles sont très appréciées dans tous les marchés. Nous avons un potentiel important de produits qui est destiné à l'industrie, mais il y a une perte de poids par rapport à la quantité de produits qu'on envoie à l'export. Il y a eu un ajustement tout de processus de changement variétal. Par exemple, il y a eu de nectarines de pêche et d'autres qui ne s'adaptaient pas à des zones, mais il y a des zones pour l'abricot, c'est vraiment très bon. Cette année, on a augmenté la production, mais il faut tenir compte du fait que même si la production générale est augmentée d'une moyenne d'1% dans des zones considérées précoces jusqu'au 20 mai. Bon, il y a eu 20 mars, il y a eu des pertes de production qui vont réduire partiellement cette augmentation. La campagne va être normale, la nouaison a été normale et nous avons la chance que les premiers abricots ont déjà commencé à se vendre. Donc, il y a le marché a envie de cette marchandise et donc ceci nous permet de maintenir une ligne de prix raisonnable. Donc, si je comprends bien, les chiffres qu'on a présentés devraient être un petit peu plus bas à cause de ce problème de grêle qui a été rencontré et qui va impacter légèrement les premières récoltes, c'est ça? Non. Non. Non, un peu plus basse, pas tellement, mais bon, ces pertes dues à la grêle qui n'ont pas été très bien évaluées et qu'on ne pourra pas les évaluer jusqu'au début. Au niveau de l'évolution du verger, comme vous le dites, il y a une rénovation variétale, l'arrivée de nouvelles variétés. Est-ce que ce phénomène se poursuit? Et au niveau du calendrier de production, qu'est-ce qui est ciblé dans la région de Murcia, par exemple? Quel est le créneau de récolte que vous visez? Bon, ce que l'on cherche, c'est entre le 15 avril et la première semaine du mois de juin à Murcie, mais dans des zones avec plus de disponibilité d'eau et qui sont en hauteur, on commence dans, par exemple, c'est un produit de plus, par exemple la pêche plate, la pêche, la nectarine. Vous disiez aussi que la tendance, compte tenu de la crise que rencontre la pêche et notamment les paraguayos, c'est parfois même de voir des arrachages ou des surgreffages de vergers de pêcher ou de paraguayos vers de l'abricotier. C'est bien ça?
los productos que peores resultados. Les produits qui, dans un moment donné, donnent des mauvais résultats, ça a été des excédents de pêche plate et de pêche. Et des agriculteurs et des entreprises, ils ont essayé de trouver une alternative dans les abricots et ils ont essayé de trouver une ligne de prix plus élevée. C'est un produit qui vit plus longtemps et bon, mais qu'il est plus difficile de stockage. Par exemple, la pêche plate, c'est un produit avec une période très courte de stockage. Et bon, il nous transmet cette situation réelle au marché et cet ajustement. Au niveau des marchés, dont l'Espagne est un pays exportateur, vous avez rencontré des problèmes, notamment sur la pêche avec le veto du marché russe, l'embargo du marché russe. Quelle est la dynamique au niveau des marchés? Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés qui sont ouverts, qui sont recherchés par les producteurs espagnols? Por parte de los productores españoles, les producteurs espagnols et les entreprises exportatrices espagnoles, il y a une tendance qui est à l'os pour essayer de trouver de nouveaux marchés. Mais il y a un travail de voyager beaucoup et plus loin. Auparavant, on avait notre dernière frontière en Russie et maintenant, avec des bateaux, avec des avions, on voyage 15 ou 20 jours pour ouvrir d'autres marchés et pour obtenir un rendement plus élevé de celui qu'on peut avoir dans le marché européen. On a très peu travaillé à la demande, on a très bien fait les choses en amont, mais il faut qu'on travaille beaucoup concernant la demande, qu'ils puissent connaître et assumer le nouveau produit, les nouvelles variétés, afin de pouvoir voir cette partie du marché. Oui, l'année passée, nous avons eu une campagne qui a commencé très tôt, avec un très grand volume, mais la consommation de fruits à noyaux est en train de se réduire peu à peu, mais elle se réduit. Et il est temps de transférer le travail qu'on a fait au marché afin que le consommateur connaisse davantage ce produit, qu'il augmente cette consommation. Parce que sinon, on est en train d'avoir en face de nous des producteurs d'autres produits qui utilisent nos arguments pour vendre d'autres produits qui ne sont pas des fruits à noyaux. Très bien, donc on va continuer cette prévision avec la prévision 2018 espagnole. Donc comme on l'a vu, une production qui devrait être légèrement supérieure à celle qu'elle a été l'année passée. Donc là aussi, une évolution structurelle du verger qui explique un petit peu cette évolution. Et la répartition avec toujours Murcia qui est de loin la principale région productrice, puisque dans le nord, les conditions climatiques ont été un petit peu moins favorables dans la vallée de l'Èbre. Et comme nous, ils ont subi quelques problèmes climatiques qui expliquent sans doute cette légère baisse par rapport à l'année dernière pour la région de la vallée de l'Èbre. Et alors que Murcia présente un bon niveau de production. On continue avec la Grèce. Alors il y a une petite erreur dans le document papier que vous aurez tout à l'heure. Vous verrez que les données globales pour la Grèce sont bonnes. C'est la répartition entre les deux régions qui sont dans le nord la Macédoine et dans le sud le Péloponnèse que j'ai inversé. Donc excusez-moi et je corrigerai ça sur Internet, mais pour le document papier, malheureusement, il y a eu cette petite coquille. Mais la valeur globale pour la Grèce reste bonne. Voilà, donc on revient sur la Grèce avec, comme je vous le disais, deux zones de production principales. Le sud, le Péloponnèse, et le nord, la Macédoine, qui est également la zone de production de pêche nectarine traditionnelle. Et après, un petit peu de production qui est un petit peu dans d'autres régions, mais le gros sur ces deux bassins de production. Donc, Vangelis, comment se présente la campagne 2018 d'abricots? Quelles ont été les conditions climatiques et comment vous envisagez cette prochaine récolte? Les conditions climatiques en sud de la Grèce polonaise ont été bonnes. Pas de pluie pendant la floraison, pas de gel. Et après la floraison, nous avons eu des températures très élevées sans pluie, donc une bonne production. Bien sûr, avec les années précédentes où il y avait eu une surproduction, nous avons fait moins de
d'intervention sur les vergers. Mais ça sera une bonne année de production. En Macédoine, la production sera bonne, mais pas dans toutes les régions, dans toutes les variétés. Et Nirgeniki, une partie de la Macédoine, le centre de production très important, on s'attend à 10% de moins en raison de ce qui s'est passé les années précédentes avec une surproduction et un stress venant des années précédentes. Et avec des petites pluies pendant la floraison. Et dans le centre de la Macédoine, Mabeko, c'est bon pour l'industrie, c'est une région qui a été affectée. D'autres variétés sont bonnes en Macédoine, avec certaines variétés qui vont enregistrer 30% de moins. C'est pour ça que nous disons qu'en Macédoine, probablement, nous aurons une production 20% moins importante que les années précédentes. Mais ces prédictions, ces prévisions ne tiennent pas compte des nouvelles plantations parce que nous ne savons pas quelle sera la dynamique de ces nouvelles plantations. Alors, je pense qu'on aura 10% de moins que les années précédentes. C'est en fait la prévision pessimiste. Et peut-être que cette année, si le temps continue ainsi, sans gel, sans grêle, on aura une production proche de 90 000 tonnes. Mais il faut tenir compte des nouvelles plantations. On ne sait pas si ça va bien marcher, si elles sont adaptées. Donc c'est encore un mystère pour nous. C'est vrai que c'est une évolution puisque la Grèce a toujours été un pays assez orienté vers l'industrie. Vous avez avec le Bebeko une variété qui était à double fin, aussi bien sur le marché du frais que le marché industrie. Comment se passe cette évolution vers une nouvelle variété? Est-ce que vous arrivez à trouver une valorisation vers l'industrie ou est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que ces variétés sont bien adaptées à vos conditions climatiques également? Comment se passe cette évolution variétale? Pour l'industrie, il y a une nouvelle variété qui s'appelle Nostos, qui a été plantée, mais les agriculteurs ne sont pas très ravis avec l'industrie à cause des prix. Les prix sont en général très bas, 25 cents pour l'industrie, seulement si les prix sur le marché du frais augmentent, à ce moment-là, ils obtiennent un meilleur prix. Et pour le marché du frais, de nouvelles variétés, il y a une substitution avec Tyrisos parce que Tyrvi, c'est le nom grec. Et bien sûr, les nouvelles variétés de l'étranger avec des productions pionnières de printemps. Vous nous entendez bien? Oui? Oui, ça va? On entend bien? Oui? Avec de nouvelles variétés. On entend bien ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Oui? Avec de nouvelles variétés qui sont des producteurs pionniers qui viennent de l'étranger. Mais la situation est chaotique parce qu'il y a beaucoup de variétés, il n'y a pas de standard. Et puis, si ça réussit peu à peu, très peu à peu, ça pourra concerner de nouveaux producteurs également. En France, notamment en termes d'évolution de la végétation cette année. En Grèce, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un climat également dit compliqué ou au contraire, vous avez plutôt de l'avance? Non. Le climat est très simple, c'est chaud. Au moins, on est une semaine en avance quant aux températures. Et une semaine, encore, je suis pessimiste là, je crois que c'est un peu plus pour la précocité. Et je pense que c'est plutôt 10 jours et donc on aura une récolte précoce d'au moins 10 jours, je pense. Et il y a la saison des pluies, on a eu 30 jours sans pluie, sans pluie, donc ça va être bon pour la production. On va continuer notre tour des pays producteurs en passant en Italie avec un retour sur la campagne 2017 où on vous présente uniquement
pardon, j'ai pas fait le graphique sur la Grèce, excusez-moi. Donc l'année prochaine, une production qui devrait être a priori 10% inférieure à celle qu'elle a été l'année dernière, même si peut-être que si les conditions sont vraiment favorables, on pourrait revenir sur un niveau proche de ceux de l'année dernière. Donc la répartition entre le sud, le Péloponnèse, la zone traditionnelle de production, et le nord, la Macédoine. On passe à l'Italie, donc comme je le disais, avec deux principales zones de production, le sud avec la Campanie, Calabre, Basilicate et la Sicile, et le nord avec la région d'Émilie-Romagne. Donc ça, c'était la production de l'année dernière, on l'a dit, qui était exceptionnellement élevée. Comment ça se présente cette année? Est-ce qu'il y a un phénomène un petit peu d'alternance? Les conditions climatiques également ont-elles affecté la production pour 2018? La campagne 2018 est complètement différente par rapport à l'an dernier. C'est les prévisions. Effectivement, il y a une alternance. L'an dernier, on a fait une production totale et cette année, on a une réduction de la production. Et on a eu aussi des problèmes de grêle, de gel, surtout à la fin février, début mars. Ce gel a touché presque toutes les zones de production en Émilie-Romagne, mais aussi à Basilicate. Donc, on a un retard par rapport à la maturité à l'heure actuelle, environ 10 jours de retard, mais dans certaines zones, même 15 jours. Il y a un manque d'homogénéité sur le même territoire. Par exemple, en Émilie-Romagne, qui a été beaucoup touché pour le gel, surtout dans les collines. Dans les plaines, pas tellement. Ensuite, nous avons des variétés qui ont eu une bonne réponse et d'autres qui ont donné une réponse déficitaire. La production, donc, va vraiment être évaluée d'ici quelques jours. Il y a une réduction, pour résumer, par rapport à l'an dernier, d'environ 30% en moins. Cette année, je voudrais ajouter, les surfaces par rapport à l'an dernier ont augmenté, les surfaces, quelques pourcentages. Mais bon, nous avons une augmentation des surfaces. Donc, par rapport aux quantités, je dois dire que cette campagne va être complètement différente à l'an dernier. Et ces nouvelles plantations, depuis plusieurs années, elles ont lieu dans toutes les zones de production ou plus dans certaines régions que d'autres? Alors, voyons, dans les 3 régions principales, cette année aussi, nous avons vu qu'il y a une augmentation des vergers, surtout en Émilie-Romagne, 4% en plus si on le compare à l'an dernier, mais aussi en Campanie. La seule région parmi les principales où le potentiel est constant, c'est Basilicate. Et là, nous pouvons observer que les surfaces se sont arrêtés. La croissance s'est arrêtée. On est en train de prolonger le calendrier de la maturité parce que si nous regardons l'Émilie-Romagne qui a un gros poids sur la production de l'Italie, nous voyons un décalement vers des variétés précoces et tardives. Il y a 10 ans, les tardives étaient inexistantes et de nos jours, elles représentent 20% sur le total et ceci au détriment donc des ceux qui ont une maturité moyenne. Voilà, ça c'est le calendrier. Et ces plantations se font en remplacement d'autres vergers? De quelles espèces? Du pêcher ou d'autres espèces? Oui, bien sûr, elles vont les remplacer, surtout dans le nord. Pour parler des pêches et des nectarines, dans le sud, il y a encore une situation stable, mais qui régresse un peu. Et les pêches et les nectarines au nord régressent. Et donc, il y a des arrachages d'hectares. Et par contre, l'abricot, comme disait mon collègue espagnol, l'abricot devient une alternative sur le marché. Parce que nous avons des difficultés dans le nord avec la pêche et la nectarine. Donc on a vu une baisse globale de la production par rapport à l'année dernière à cause d'un problème, bien sûr, d'alternance, mais aussi des problèmes climatiques rencontrés dans les différentes régions. On va voir cette répartition par région, en commençant par l'Émilie-Romagne, avec le retour des diapositives. Avec l'année dernière, une récolte record, donc on l'a dit, hein,
Et cette année, une récolte qui va revenir en dessous, même un petit peu en dessous de la moyenne des années précédentes. Et même chose dans le sud, même schéma, avec une production là aussi nettement inférieure à celle qu'elle a été l'année dernière. Donc au niveau global italien, on a une baisse à peu près de 33% qui est prévue et on se trouve à peu près 6% en dessous de la moyenne des 5 années précédentes, malgré un verger qui est en évolution et en augmentation. Mais les conditions climatiques ont fait que cette année, on sera un petit peu en dessous du potentiel optimum italien. Voilà, donc on revient sur des chiffres un petit peu plus habituels et non pas records comme l'année dernière. On finit par la France avec la représentation de la production française comme on l'a connue l'année dernière, avec la première zone de production qui est la région Rhône-Alpes, suivie au niveau des régions administratives qui ne veulent pas dire grand-chose, mais plutôt des bassins de production que sont le secteur Gare-Cros, le secteur des Baronnies ou le secteur du Roussillon. On va revenir donc sur ce printemps 2018. Comment il s'est déroulé pour les producteurs d'abricots et comment vous envisagez cette campagne 2018, Madame Allary? Eh bien, on est comme nos collègues, on a eu des aléas climatiques. Donc c'est difficile aujourd'hui de le dire parce que comme disait ma collègue italienne, sur un même arbre, on a différents stades végétatifs. Bon, a priori, dans le précoce, il y a un peu de dégâts, ça c'est déjà sûr. Mais sur un même arbre et sur un même bassin, on n'a pas toutes les données. On attend de voir. On est au début du printemps en plus. On ne sait pas si on ne peut pas avoir de la grêle. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est compliqué. On dira que les années se suivent et ne se ressemblent pas non plus en France. Donc on verra un petit peu mieux ce qui va se passer. Par contre, le verger français est à peu près stable. Lui, il y a eu ce phénomène de remplacement de la pêche par l'abricot à une époque. Et là, ça se stabilise. Surtout dans je dirais, les régions historiques de l'abricot. Donc voilà, donc on n'a pas une explosion du verger. Et contrairement à nos collègues, on a vraiment les deux marchés, le marché export et le marché français. Je pense notamment à l'Espagne, puisque l'Italie est un gros consommateur d'abricots et on a exporté encore pas si loin que ça, puisque l'année dernière c'était un peu plus compliqué, mais jusque-là ça allait assez bien. Et donc on va voir, on attend. Et moi j'ai dit à mes clients, on en saura plus dans 15 jours. Et dans 15 jours, on se prononcera, on va sur une récolte qui sera moins élevée que l'année dernière. Alors dire c'est moins 20, c'est moins 10, c'est moins 15, c'est moins 30, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des phénomènes, on a eu un peu de gel, mais on a eu des phénomènes de hausse et baisse de température et la chute physiologique, on ne sait pas ce que ça va donner encore aujourd'hui. Et des conditions au moment de la floraison qui n'étaient pas non plus optimales pour la pollinisation. Non, et en plus on a eu un phénomène d'alternance, donc on a cumulé les facteurs comme, je dirais, tout le monde, mais n'ayant pas, nous, de nouveaux vergers qui rentrent en production, on ne peut pas compenser par rapport à l'Espagne, qui va compenser peut-être sa perte de récolte par des nouveaux vergers qui rentrent en production. Nous, en France, les vergers sont grosso modo stables, donc voilà. Au niveau de l'AOP, comment vous voyez cette campagne, comment vous la préparez avec les différents opérateurs? Alors, ce qu'on voit quand même, ce qu'on peut souligner par rapport à l'approche de marché, pour compléter ce que vient de dire Sabine, c'est que premièrement, les variétés précoces ont été touchées par le gel dans pratiquement tous les bassins, c'est ce qu'elle a dit, ce qui fait que non seulement on était jusqu'à il n'y a pas très longtemps sur une saison tardive, mais qui démarrera tard puisque les variétés précoces ne sont pas là. Donc ça veut dire que ce sera un petit peu tardif. On aura des variétés chargées, donc on risque d'avoir une saison un peu en dents de scie en termes d'apport dans les stations, hein, avec des variétés qui seront pleines et qui vont donner, qui seront présentes, et des variétés qui sont un petit peu absentes après. Mais c'est surtout ce qui a été touché par le gel, je tenais à le souligner, c'est les variétés précoces, hein, qui représentent, suivant les bassins, des proportions plus ou moins importantes. C'est évident que Rhône-Alpes, sur les variétés précoces, était peu touché, même s'il est touché, puisqu'on a quelques vergers. Je ne citerai pas de noms, où il faudrait que je les cite tous, donc je n'en citerai pas de variétés précoces qui ont été touchées par le gel sur les floraisons précoces. Il y en a plus dans l'Accro et dans le Gard, mais qui ont été moins touchées par le gel. Et la région de Perpignan, alors je compléterai un peu ce que disait Sabine malgré tout, c'est que si le verger français ne bouge pas dans sa globalité, il y a quand même des bassins où il y avait une dynamique depuis 3 ans, notamment je pense à la région de Perpignan du Roussillon, où l'abricot a été très très important il y a 20 ou 30 ans, avait quasiment disparu. Et le verger s'est reconstitué dans les 5 dernières années. Donc il y a un peu de progression dans ce bassin. C'est le plus petit bassin français, mais il y a quand même un peu de développement de verger dans ce bassin-là. Donc là, il y a peut-être quelques compensations localement de nouveaux vergers qui vont compenser les tonnages qui ont disparu. Mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'on est sur une saison qui démarrera plus tard. On avait démarré le 15 mai l'année dernière. On est plutôt sur début juin aujourd'hui avec les deux phénomènes que je mentionnais, les variétés précoces qui manquent et le fait que ça soit une saison plus tardive.
Alors dans les fruits et légumes, et moi c'est quelque chose auquel je tiens et j'insiste, on fait un exercice tous les ans ici lors du Medfeld de prévision de récolte à fin avril dans nos métiers, notamment dans l'abricot, plus que dans les autres espèces. C'est prendre un pari. Par chance, grâce à l'informatique, Eric va se faire un devoir de rectifier les prévisions de récolte un peu plus tard pour tous les bassins. Mais je crois que il faut bien tenir compte du fait qu'on est dans les produits agricoles. On vient de vivre, là, une semaine, vous le vivez d'ailleurs en ce moment, parce que je ne crois pas qu'il fasse très froid, vous en apercevez. On a des températures exceptionnellement chaudes. Je ne sais pas si la végétation ne réagit pas un peu à tout ça. On a eu du froid. Si vous regardez le Canigou, il est encore blanc. Hein, et on l'a rarement eu aussi blanc que ça. C'était pas vieux, il neigeait, il faisait froid. Aujourd'hui, il fait très chaud. Donc les arbres vont réagir. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des incertitudes à des moments donnés. Sur des floraisons qui ne donneront ou qui donneront pas de fruits, mais je veux dire, on vit avec. Les fruits et légumes sont ainsi faits. Le fait de faire une prévision est un sport périlleux, je crois qu'Éric l'a dit. On le fait tous les ans, on y arrive, on regarde, il y a des années on réussit mieux que d'autres. Moi, je reviens sur un sujet parce que ça me tient à cœur et j'insiste un peu, puisque la France est pratiquement le seul pays où nous n'avions pas de verger dédié pour la transformation. J'aimerais savoir un peu l'évolution et la part que ça représente dans chacun des autres pays du bassin méditerranéen. Ça me paraît important pour discuter à la fois avec les industriels et pour préparer la campagne de fruits du marché du frais. On peut faire le tour, donc, si vous voulez. Et Elisa, est-ce qu'en Italie, il y a des vergers dédiés à l'industrie? Est-ce que ça évolue? La partie dédiée à l'industrie est surtout au sud. Les nouveaux vergers sont destinés au marché du frais qui ne fait qu'augmenter. Je n'ai pas des données précises sur le pourcentage de production destinée à l'industrie. Il y a quelques années, on parlait d'environ 60% frais, 40% l'industrie. Mais je crois que le pourcentage consacré aux frais a augmenté cette année. Ce n'est plus 60% plus, parce que presque tous nos établissements se consacrent à la consommation c'est pas comme en pêche où on a des vergers de Pavie qui sont sur le marché du frais, mais aussi sur l'industrie. En abricot, les nouvelles plantations, c'est principalement le marché du frais qui est l'objectif. Il y a deux tendances. Oui, le marché de frais avec des reconversions mais il y a une deuxième tendance aussi qui est importante. La production qui est destinée à l'industrie bio ou éco est en train de gagner du terrain. À ce jour, et je n'ai pas de données fiables pour vous les donner ici, mais c'est une perception. Il est fort probable que la plupart des producteurs vers l'industrie ont plus de 20% de leur surface destinée au bio. Et c'est un pourcentage en croissance. C'est une alternative au marché traditionnel. Et avec ça, on évite par exemple la concurrence d'autres pays qui concurrencent au niveau prix et aussi l'industrie bio. Mais je n'ai pas une quantité pour pouvoir vous dire ici. Pour la Grèce, est-ce qu'il y a des vergers d'abricots destinés exclusivement à la transformation et est-ce que ça évolue? The evolution for the industry, you ask? Est-ce qu'il y a des vergers destinés à 100% à l'industrie? Yes. Yes, in Peloponnese. La réponse est oui. C'est le cas dans le Péloponnèse avec Beko. Les abricots vont tous sur l'industrie l'industrie de transformation. C'est le cas pour ces abricots Beko qui sont encore plantés en grande quantité et donc ça reste le cas dans cette région. Mais que dirais-je en termes d'évolution? Je dirais que avec cette variété Beko, qui est une bonne variété, tout le monde semble satisfait, les producteurs, les clients. Donc, il n'y a pas tendance à changer les choses, à modifier les choses ou à introduire de nouvelles variétés pour l'industrie de transformation.
Ok, donc après ce tour sur le volet industrie, on va revenir à la production française avec les prévisions de 2018. Donc encore une fois, à manier avec précaution, mais on suivra de près cette évolution et on vous tiendra au courant de ce qu'on perçoit en tout cas. On commence par la région Rhône-Alpes avec l'évolution de la production à la baisse. Donc même si effectivement les conditions climatiques ont été peut-être un petit peu moins défavorables que dans les autres bassins, on a une petite baisse de la production prévue en Rhône-Alpes également par rapport à l'année dernière. Au niveau de PACA, là aussi, une petite baisse. J'ai gardé la même échelle pour les 3 régions pour que ce soit comparable. Mais c'est vrai que PACA, on a du mal un petit peu voir la taille des histogrammes, mais légèrement à la baisse également, avec donc des petits problèmes de gel et des petits problèmes d'alternance peut-être. Et enfin, Languedoc-Roussillon, sur les 2 bassins, Gardois et Roussillonnais, même si effectivement, à Roussillon, on a quelques jeunes vergers, on a quand même eu tout le volet précoce avec les variétés à floraison précoce qui étaient pleines de fleurs au moment du gel, qui ont été assez bien nettoyées, on va dire. Et donc, ce qui va générer un retard d'entrée sur les marchés. Alors, retard de la végétation plus déficit des variétés précoces. Tout ça, ça va faire qu'on va décaler de quelques jours, quelques petites semaines, l'entrée en production des zones précoces. Donc, au Global France, une production qu'on a estimée à moins 14% par rapport à celle de l'année dernière. On verra en avançant un petit peu en saison si nos prévisions sont justes ou si on les révise légèrement. Donc là aussi, une baisse par rapport à l'année passée. Et avec la répartition, donc les 3 bassins qui ont plus ou moins vu cette production à la baisse de manière plus ou moins homogène. Donc 75 000 tonnes pour Rhône-Alpes, 20 000 pour PACA et presque 40 000 pour le Languedoc-Roussillon. Donc les déficits qu'on voit principalement en Italie, mais aussi en France et en Grèce, et un petit peu plus de production prévue en Europe, ça fait une production européenne à la baisse de 18% selon nos estimations. Donc effectivement, on passe de 680 000 à 580 000 tonnes, ça change quand même beaucoup de choses. Et quand on prend l'historique des productions, vous voyez dans les 2 derniers histogrammes, quand l'année dernière on était sur une année record qu'on n'avait pas vue depuis 92, alors qu'on rentre dans le rang un petit peu avec cette prévision 2018, où on va revenir sur des niveaux de production très corrects, mais qui sont effectivement bien inférieurs à ceux qu'on a connus par le passé. Voilà, donc je crois qu'on a à peu près passé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie de votre attention. Comme tous les ans, on va actualiser ces prévisions de récolte début juin, et vous trouverez sur le site du Medfeld, donc début juin, une nouvelle estimation de ces données. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain à 11h30 pour les prévisions de récolte pêche France. Au revoir et bonne journée. Merci. Merci aux participants.